Vous écoutez Sérieland et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec deux hommes. Le premier est producteur, réalisateur, scénariste. On lui doit entre autres les films Nos jours heureux, Intouchables, Samba, Hors normes, Le sens de la fête. Le second est scénariste, directeur d'écriture, déjà aux commandes d'une excellente série, Ainsi soit-il. Éric Toledano et Vincent Pumiero ont accepté de venir nous raconter les coulisses de la série événement en thérapie, à voir sur arte.tv dès le 28 janvier et sur l'antenne d'Arte à partir du 4 février. Série pour laquelle j'ai eu un immense coup de cœur. Je m'appelle Eva et je viens de passer 1050 minutes dans le cabinet du docteur Philippe Dayan. Rassurez-vous, je ne souffre d'aucun mal, si ce n'est d'une dépendance à la nouvelle série d'Arte intitulée En thérapie. Dans un appartement bourgeois du 11e arrondissement de Paris, non loin du Bataclan, le docteur Dayan, psychanalyste, est face à ses patients, ou l'inverse. Nous sommes le 16 novembre 2015 et nous voilà plongés dans l'intimité de ses séances. La suite, c'est 35 épisodes donc d'une série imaginée initialement en 2005 par le créateur et scénariste israélien Haggai Levy, intitulée Bitty Pool, et adaptée depuis, notamment par les Américains. La version française sera la 20e adaptation. Mais ça veut dire quoi adapter une série déjà internationalement connue ? Comment peut-on passionner les spectateurs avec des épisodes tournés dans le huis clos d'un cabinet de psy ? Qu'est-ce que ça raconte de notre monde, de notre société ? C'est quoi un trauma collectif ? Et vous étiez où le 13 novembre 2015 ? Et puis, pourquoi j'ai plus de questions qui me trottent dans la tête sur la vie et sur ma vie après avoir visionné la série qu'avant de l'avoir commencée ? Début de réponse, je l'espère, avec Éric Toledano et Vincent Pumiero. Sérieland, épisode 41. Bonjour Éric Toledano. Bonjour. Bonjour Vincent Pumiero. J'aimerais essayer de calmer mon enthousiasme à l'idée de vous recevoir, mais je crois que c'est déjà foutu après cette introduction. Avant d'écouter un premier extrait de la série En thérapie, quelques minuscules questions. C'est quand la saison 2 ? C'est en gestation. Éric Toledano, jurez-moi que vous n'êtes pas fâché avec Olivier Nakache, votre acolyte également producteur de la série et qui n'est pas à vos côtés. Alors je jure que je ne suis pas fâché et ça fait 25 ans que je ne suis pas fâché avec lui. Et enfin, est-ce que vous remboursez les mouchoirs papier, pour pas dire Kleenex, qui sont nécessaires au visionnage des 35 épisodes d'En thérapie ? Il y a un formulaire, c'est comme le formulaire d'autorisation de sortie pendant le confinement. Vous avez ça sur stopcovid.fr. Alors, sauf que je précise tout de suite qu'en fait, vous ne faites pas du tout dans le larmoyant avec En thérapie, c'est bouleversant et jamais ce beau bouleversant ne m'a paru aussi juste. La formule est peut-être un peu facile et je me garderais bien de faire de la psychologie de comptoir aujourd'hui, mais je dois vous dire que cette série est un coup de cœur et un coup au cœur. Nous sommes donc dans le cabinet d'un psychanalyste, le docteur Philippe Dayan, incarné par Frédéric Pierrot, et nous sommes 2 jours après les attentats du 13 novembre. On devine la lumière du matin dans cet appartement bourgeois. Premier épisode, première patiente, Ariane. C'est une jeune chirurgienne qui, pendant tout le week-end, a opéré des blessés des attentats. Et depuis 1 an, elle vient chaque semaine chez le psy. Je m'en veux de me laisser aller comme ça. J'arrive pas à me retenir. Puis maintenant que j'ai commencé, je suis pas sûre de pouvoir m'arrêter. Faites-vous confiance, là, vous pouvez y aller, vous avez de la marge. Tout ce que vous ressentez à sa place ici, je vous l'ai dit déjà souvent. Il y a toujours un moment où on passe un cap, où on s'autorise. Alors je m'adresse d'abord au scénariste que vous êtes, Vincent. J'imagine que vous avez pesé chaque mot de chaque dialogue. Est-ce que vous avez eu un conseiller psy au sein de l'équipe ? On a d'abord travaillé pendant une dizaine d'années en faisant notre propre analyse à préparer la série. Et ensuite, évidemment... Non, on a eu un conseiller psy qui s'appelle Emmanuel Valla, qui nous a suivis et qui a relu et qui évidemment a donné son avis, mais aussi nous a autorisé, on va dire, pour les besoins de la fiction, à ne pas faire du documentaire, parce qu'on raconte une histoire, en fait, même si on cherche à être le plus précis possible avec ce que ça produit affectivement d'être en analyse et ce que c'est que de vivre ça. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de raconter une histoire et faire émerger des personnages. Et c'est ça qui nous autorise aussi à choisir quand est-ce qu'on n'est pas fidèle à la lettre, on va dire. Alors d'ailleurs, cette histoire que vous avez envie de raconter, elle commence, Éric Toledano, dès le générique qu'on a entendu dans ce début d'épisode. Est-ce que vous pourriez nous décrire visuellement ce générique ? Ah oui, ce sont des images 8 mm familiales qui sont un petit peu comme évocateurs de souvenirs
qu'à un moment d'ailleurs on appelle dans la série souvenirs écran, qui sont un peu des... Comme si dans notre cerveau on avait un espèce de machine qui aurait pris des photos. Alors il se trouve que pour la petite histoire, ce sont des 8 mm personnels de ma famille. J'avais la chance d'avoir un papa qui ne savait pas très bien manier la caméra, donc il y a beaucoup de flou, beaucoup de ratés, et du coup c'est ce qui rappelle un peu, on dirait peut-être au niveau psychique, les souvenirs qu'on peut avoir. Et donc comme on cherchait à montrer quel générique on voulait, j'ai monté quelques images comme ça, et en fait la personne à qui faisait le générique m'a dit mais en fait il y a pratiquement l'idée majeure, et donc il a fait le graphisme avec cette espèce de corde, il y a une espèce de corde, de lien qu'on cherche à rompre et à tenir en même temps. Et c'est pour ça que le graphisme du générique raconte cette espèce de paradoxe. Et la musique, elle est de qui ? Elle est d'un quelqu'un qui s'appelle Yuxek, qui fait de musique un peu électro-piano, comme ça, comme on l'aime beaucoup. Et voilà, on a cherché un thème, et la sobriété des quelques notes de piano, qui en plus pour une série doit avoir un côté presque rassurant à chaque fois qu'on la retrouve, et qui se décline aussi dans plusieurs moments des épisodes, oui, a été un vrai coup de cœur, voilà, avec ce compositeur Yuxek. Alors je le disais en introduction, Éric Toledano en thérapie, c'est l'adaptation de Betty Pool, une série israélienne. Si j'ai bien compris l'histoire, mais comme j'ai eu plusieurs versions, je préférais avoir la vraie version grâce à vous. C'est au cours d'une tournée avec le film Intouchable que vous avez rencontré le créateur, Ryan Levy ? Oui, absolument. En fait, ça fait longtemps que c'est une série qui nous intéresse avec Olivier, qui en plus prend son sens aujourd'hui parce que elle met l'écoute, le temps et je dirais aussi face à une cacophonie comme ça où on voit que toutes les paroles se valent, que les gens s'entendent mais ne s'écoutent pas, qu'elle a pris corps et qu'on a eu envie qu'elle existe. Et il se trouve que Yael Fogiel, qui est une des deux productrices, se trouvait dans le déplacement en Israël pendant que nous on présentait Intouchable. Pour le coup, on le présentait à Tel Aviv et dans les territoires, et elle a demandé à nous accompagner dans les territoires. Et pendant le trajet, on a parlé de cette série, et elle a dit qu'elle connaissait le scénariste, et nous on lui a dit qu'on rêvait de le rencontrer. Et 2 jours plus tard, on déjeunait avec lui. Et alors, qu'est-ce qui a déclenché la faisabilité du projet ? Je veux dire, quel a été le déclic ? Est-ce que ce sont vraiment les attentats du 13 novembre 2015 qui vous ont poussé à vraiment réaliser ce projet ? Moi, je pense qu'on peut toujours, c'est d'ailleurs ce que la psy nous permet, créer un narratif après. Et moi, je vais vous donner le narratif que je crois le plus, je dirais pas le plus proche de la réalité, mais qui me fait en tout cas passer le moment. Je crois qu'au moment où il y a eu les attentats avec Olivier, comme tous les Français, on était dévastés, et que notre première réaction, ça a été de faire un film de comédie. Ça s'appelle Le sens de la fête. On avait juste, de façon thérapeutique, envie d'entendre les gens rire dans les salles de cinéma qui nous manquent tellement, je le redis. Et à ce moment-là, on a eu cette chance de pouvoir entendre les rires, mais c'était notre première sortie, première réaction. La deuxième, c'est qu'on avait besoin de quelque chose de plus creusé sur cette période-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a été voir nos amis scénaristes talentueux Vincent Poimero et David Elkaïm, et qu'on leur a parlé de la série, et ils ont sauté de joie parce que c'était évidemment une série qu'ils connaissaient et la psy leur parlait. C'est ça, Vincent, vous confirmez ? Oui. Après, moi, je me souviens très bien de ce moment à table avec Éric et Olivier. Alors nous, il se trouve qu'on connaissait très bien la série, il se trouve qu'on l'aimait beaucoup, il se trouve que moi je connaissais aussi un des adaptateurs italiens qui avait dirigé l'écriture, donc on se demandait, qui s'appelle Nicolas Luzardi. Et du coup, le jour où Éric et Olivier nous ont commencé à nous parler du projet, et effectivement on est tombé d'accord sur ce truc, ce qui avait de formidable chez Ragaï dans son projet, c'était il en faisait une grille pour lire la société de son époque. Complètement. Et on s'est dit à ce moment-là, bon ok, mais alors ça nous sert, à nous comme grille, pour lire quoi dans notre présent, pour que ce soit vraiment une série d'actualité. Et très vite sur la table, la question des attentats est arrivée, et je me souviens très bien qu'effectivement, on s'est regardé avec David, et on s'est dit, putain, en fait, ça y est, en fait, on a trouvé comment en parler, parce qu'évidemment, comme raconteur d'histoire et devant témoigner de notre époque, cette question du trauma et de la souffrance et du deuil collectif qu'on avait vécu au moment des attentats, on s'est demandé depuis ce moment-là, comment est-ce qu'on peut en parler ? Et évidemment, on ne trouvait pas, parce que ça nous semblait obscène, impossible. Et là, brusquement, pouf, de manière hyper logique. Et on s'est tous dit à ce moment-là, il faut le faire, en fait. C'est une nécessité. Ouais. C'était notre mantra, c'est-à-dire qu'on disait, avant, on aurait voulu qu'elle existe,
Mais à partir du moment où il y avait eu les attentats, ça devenait une nécessité. C'est toute la nuance. C'est ça. Et je me dis une phrase qui me vient aussi comme ça, c'est quelque chose qui n'a toujours plus dans la comédie italienne, et pourtant on n'est pas dans la comédie pure, mais ils disaient, les Italiens à une époque, il faut toujours essayer de prendre en flagrant délit son époque. Et je crois que c'est exactement le même mécanisme, c'est pour ça que je suis parti du Sens de la fête, qui est une comédie plus à l'italienne. Mais on a eu la même sensation, c'est-à-dire comment on peut prendre en flagrant délit notre époque. Et cette époque, elle est faite forcément pour tous ceux qui l'ont traversée, de cette marque qu'ont eu les attentats sur nous, une marque forte. D'ailleurs, on commence par se dire à cette table-là, tout le monde sait où il était ce soir-là. Exactement, donc, c'est ce que je disais en introduction. Évidemment, que faisiez-vous ce soir du 13 novembre 2015 ? Vous l'abordez sans jamais être anxiogène. Je tiens à le préciser, la série ne tourne pas autour de ça, mais c'est ce fil qui nous lie entre vous, créateurs, entre la série et entre les spectateurs qui regardent la série. Alors, on a parlé de Ariane qui vient tous les lundis chez le psy. Le mardi arrive un autre patient, c'est un homme, blouson de cuir noir. Il ne s'assoit pas tout de suite d'ailleurs sur le canapé du psy. Il va regarder par la fenêtre, ou plutôt il va observer par la fenêtre. Il s'appelle Adel Chiban et il est incarné par Reda Kateb. Il y a des règles? Pardon? Un protocole d'action? Ah non, pas a priori. Mais on va en discuter ensemble. Genre ici, le client est roi, quoi. Vous savez, les rois en France, on leur coupe la tête. C'est une blague de psy, ça? Voilà. Et j'aimerais maintenant qu'on écoute le même passage, mais dans sa version américaine. La série outre-Atlantique s'appelle En analyse. Est-ce qu'il y a des règles? Des règles? L'ordre de marche que je dois connaître avant qu'on commence. Oh, pas vraiment. C'est plus ou moins selon vous. Oh, c'est vrai. C'est moi le client. Oui. Bien sûr que dans ma profession, nous disons que le client a toujours tort. C'est une blague d'analyste. On vient de l'entendre, c'est quasiment, en tout cas, le début de la réplique, quasiment mot pour mot entre la version américaine et la version française. Vincent, en quoi consiste votre travail d'adaptation, en fait? Quel est le cadre que vous devez respecter et celui que vous pouvez casser ou bouger? Alors, je trouve que votre exemple est formidable sonorement parce que déjà, ça rend à César, qui appartient à César, c'est-à-dire à quel point, finalement, cette forme qu'on a travaillé ensemble avec Éric Olivier, David et moi, et notre équipe de scénaristes aussi, c'est la forme que Ragaï a inventée. C'est pas tout le temps qu'on se coule à ce point dans les répliques. Bien sûr. D'ailleurs, en les détournant, parce qu'évidemment, voilà, là, c'est à minima ce qu'on peut faire, c'est raconter un imaginaire national, un imaginaire inconscient, qui est évidemment nous. Le roi et sa tête coupée. Le client est roi, mais en France, le roi, on leur coupe la tête. Voilà, on peut trouver comment se couler dans ce moule en le rendant cohérent avec notre imaginaire culturel, on va dire. Mais avant tout, il s'agit de se servir du modèle de Ragaï, de cette géniale invention narrative. Ragaï a inventé une forme sérielle spécifique qui consiste à utiliser le principe de la séance comme un principe narratif, et donc on ne suit pas seulement 4 voire 5 histoires entrelacées, parce qu'on suit une autre histoire qui est celle du psy, et à partir d'un certain moment on comprend et on rentre en empathie aussi avec le bordel qu'il y a dans la tête du psy. Et donc ça, c'est vraiment une invention narrative géniale de nous mettre dans la tête du psy. Donc on suit en parallèle à la fois la thérapie d'une personne qui nous est très vite très chère, puisqu'elle parle de ses émois, et on suit en même temps le trouble et la faille qui se creuse chez le psy, et c'est nous qui remplissons sa tête parce qu'on est en empathie avec lui, on va dire. Donc ça, on a repris cette forme-là, et évidemment, on a essayé, quand c'était nécessaire, de lui donner sa spécificité, et c'est très clairement cette thématisation sur le trauma des attentats, mais qui n'est pas le sujet de la série. Oui, tout à évidemment, fait. Chacun retrouve très vite, comme à chaque fois qu'on a un trauma majeur extérieur, ses propres angoisses, bien sûr. Et c'est véritablement le psy lui-même qui va aller au bout du questionnement et de comment son monde est chamboulé par l'événement des attentats. Mais donc ça, c'est ce qu'on a amené de spécifique, qui singularise les personnages, qui sont français, qui sont d'aujourd'hui, qui sont habités par ça. On a inventé et spécifié quelques-uns des personnages. Le psy est un psy français, c'est pas le même que... Et puis on a Chiban qui est vraiment un personnage. Mais le truc hyper important, c'est que là où ce qu'avait fait Ragaï marchait,
on n'allait pas le changer parce que forcément ça allait être moins bien. Haggai a fait des choses extraordinaires. Donc quand c'était nécessaire de le changer, on l'a changé. Et quand c'était pas nécessaire, on s'est coulé dedans, évidemment en l'actualisant, mais on est tellement respectueux de la forme inventée par Haggai que c'est premier, il faut le dire aux auditeurs. Ce qu'ils vont voir, c'est notre série à tous, mais c'est notre série interprétant l'invention incroyable de Haggai. Il y a quand même un détail, Eric Toledano, c'est la question où vous allez peut-être me dire que je suis complètement folle, hein. Mais à Vous force êtes de complètement folle. Merci, je vous Eric. le confirme. Il y a un détail qui m'a sauté aux yeux entre ces deux versions de la série. Je parle de la version américaine et la version française. Dans la version américaine, le psy est à droite de l'écran et dans la version française, il est à gauche. Est-ce que ça a un sens Politique. pour vous? Non, pas politique. Je ne pensais pas du tout à ça. Mais est-ce que ça a un sens ou pas du tout? Non. Ou c'est moi qui ai complètement déliré? Non, ça n'a pas un sens particulier. Ce qui a un sens, ce qui est pour corroborer ce que disait Vincent, c'est une série sur les mots. Et moi, je pense que je me rappelle du mantra que m'avait dit à l'époque, on parlait en anglais avec Haggai, il disait au cinéma, et c'est très juste ce qu'il m'a dit, ça m'a impacté, il disait on dit souvent ce qu'on peut ne pas dire, on peut le jouer. Il m'a dit en anglais, don't talk, show. Et c'est vrai que cette série, et c'est pour ça que c'est vraiment, pour moi, très complémentaire d'un travail qu'on fait au cinéma, mais très nourrissant aussi, c'est que c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, c'est vraiment don't show, talk. Tout est dans les mots. C'est les mots qui nous intéressent. Donc, forcément, l'adaptation, c'est la langue française. C'est déjà la langue française. C'est pas un doublage comme celui qu'on a entendu. C'est pas un sous-titrage. C'est d'accord. comment les mots trahissent parce que en thérapie, chaque mot est pesé. Et d'ailleurs, on paye pour donner du poids à ces mots. C'est-à-dire que c'est vraiment l'importance du moment où on paye, où on voit toujours ce moment où on paye. On paye juste pour dire les mots que je vais vous dire pendant cette demi-heure-là, ou ces 40 minutes, ont une valeur. Ont une valeur, on va les analyser, on va les comprendre, on va comprendre ce qu'ils cachent, on va comprendre ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est quelque chose qui finalement, à chaque fois qu'on change de langue, et c'est pour ça qu'il y a eu 20 pays et 20 souvent du succès, c'est qu'à chaque fois qu'on change de langue, on raconte les mots de ce pays et les mots MOTS et les mots MAUX, évidemment. Alors, sauf qu'il faut que la réalisation, elle suive aussi ces mots-là. On voit que tout est dans le détail. Alors, des détails dans le décor, mais des détails aussi dans la façon dont vous filmez le visage, les mains, les attitudes, les postures des comédiens. Est-ce qu'il est vrai que vous avez tourné un épisode dans une journée ? En fait, c'est vrai que la caméra doit attraper aussi le langage du corps. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où il y a certaines révélations, et d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà été en thérapie, parfois vous faites un chemin tout seul, et puis il y a une phrase du psy, et d'un coup, votre corps réagit, comme s'il accueillait quelque chose, etc. Et ça, on le voit dans la série, on le voit le voit énormément. dans les positions, dans Ouais. les moments où Ariane enlève ses chaussures, se met sur le truc. Comment le corps reçoit tout ce qui est à l'intérieur. Oui, il y a un souci du détail, et il y a aussi une envie de rentrer, et c'est aussi une phrase qu'on a souvent dite, mais on est à l'épure du cinéma, on est dans le champ contre champ, et on est dans les visages. Et finalement, les visages doivent tout exprimer. Donc c'est cette contrainte-là qui, dans un monde où justement on est dans la débauche de moyens dans toutes les séries, pour filmer avec des drones, on est revenu à l'épure. C'est ça qui nous a aussi intéressés. Il y a évidemment le sujet, mais il y a aussi l'idée qu'on est à contre-courant à tous les niveaux. Sur le dialogue, sur l'écoute, on l'a dit, mais aussi sur la façon de filmer, on est dans l'essentiel. C'est l'essence du cinéma, le champ contre champ. Et en psychanalyse, c'est aussi deux points de vue réels qui s'affrontent, deux points de vue au sens de la caméra. Et donc, vous me confirmez que vous tourniez un épisode par jour dans ces conditions-là, avec ces contraintes-là ? En vérité, c'est 2 jours pour un épisode. Donc, D'accord. on avait un peu plus qu'un épisode par jour. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on pouvait lancer un acteur, ce qui arrive très rarement dans les prises de vue, à des prises de vue qui, avec le numérique, le permettent aujourd'hui, qui peuvent durer 15 à 20 minutes. Alors qu'on tourne, je le rappelle, 2 minutes utiles, 3 minutes, peut-être 4 minutes en série par jour. Mais nous, on faisait des séances de... Donc l'acteur, il avait l'impression de sauter en parachute. Oh, mais oui. Et donc on le laissait, et parfois submergé par l'émotion. Il est arrivé des accidents. On ne s'est jamais permis d'interrompre, comme on le fait au cinéma, en disant « coupez » d'un coup. Non, on laissait les trucs s'installer. Parfois, ça circulait. Et il fallait assumer d'être submergé. Et c'est encore une fois la frontière entre la fiction et la réalité qui nous intéresse et qu'on travaille aussi en complément de ce qu'on fait au cinéma. Hors norme, par exemple, prenez des autistes, prenez des éducateurs réels qui jouaient leur rôle, etc. On aime beaucoup questionner
et s'approcher comme ça de cette ligne dangereuse qui est le rapport fiction-réalité. Et quand vous dites les acteurs parfois eu des accidents, c'est quoi un accident ? C'est on est submergé par l'émotion, on n'arrive plus à... On est trouver submergé, on les change le dialogue tout seul, Ouais. parce qu'on est dirigé par l'émotion et certaines choses arrivent. Les larmes coulent alors que c'était pas prévu. Mais encore une fois, il faut savoir que quand on cherche justement cette frontière entre la fiction et la réalité, on les cherche ces moments-là. On les accueille, on est heureux de les voir parce qu'en fait, il y a une vérité et chaque personnage est construit par les scénaristes. Et nous, qui récupérons le ballon comme au rugby par les réalisateurs, et ils sont nombreux, Pierre Salvadori, je les cite, Nicolas Bien Pariser et Mathieu Vadepied, on les récupère en essayant d'aller au plus proche du réalisme que chacun peut exprimer dans un couple avec Pio Marmaille et Clémence Poésy, dans La Contrôleuse avec Carole Bouquet, dans une réalité encore plus frappante avec Céleste Brunkel qui a 17 ans et qui est assez troublante tellement elle est réelle. Bah, c'est plus que troublant. Hein. Et puis après, je ne parle pas Ouais. de Mélanie Thierry et de Reda Kateb, qui sont des acteurs que tout le monde connaît, mais qui jouent une nouvelle partition aussi. Tous, si je peux me permettre, parce que Pio Marmaille, on n'attendait pas du tout dans ce rôle-là, et je le trouve absolument formidable. On va en parler des acteurs, mais vous venez de parler de Céleste Brunkel. On est le mercredi dans le cabinet du psy. C'est Camille, donc, incarnée par la jeune Céleste Brunkel, qui arrive au cabinet. Elle a 16-17 ans, c'est une nageuse de haut niveau. Elle est fille de parents divorcés, elle a les 2 bras dans le plâtre après un accident de vélo. Et c'est une jeune fille, donc, qui a le même âge qu'à peu près que la fille aussi du docteur Dayan. On a dépassé le temps là, non? Il n'y a pas de temps prédéfini. C'est le temps dont nous avons besoin. Et si les gens veulent vous joindre, comment ils font? Comment ça? Vous avez peur que je sois pas disponible quand on a besoin de moi? Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille? Comment ça? Mettons que là, maintenant, votre fille a besoin de vous joindre. Comment elle fait? Et vous? Comment est-ce que vous faites si vous avez un problème? C'est mort, mais je vous parle de votre fille et d'un coup, vous détournez la question. Vous inquiétez pas pour elle. Elle sait qu'elle peut me laisser un message et je le rappelle entre 2 séances. Qui vous appelez, vous, quand vous avez un problème? Une question urgente. Snapchat. Snap quoi? Snapchat. L'application. Les photos qu'on envoie. Ah oui, oui, bien sûr. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il y a aussi la différence générationnelle qui joue beaucoup dans ces séances avec Céleste Brunkel, donc qui joue Camille. Éric Toledano, je vais être sincère, j'ai jamais vu des comédiennes et comédiens aussi bien dirigés dans une série française. Quel est votre secret? C'est-à-dire comment s'est déroulé le casting? Comment vous avez trouvé ces personnages? Dès le départ, on savait que la qualité de cette série dépendait évidemment de l'écriture de départ, et ça a mis longtemps. Je crois qu'on peut dire que c'est presque 4 ans. 4 ans de travail d'écriture, Vincent? La totalité. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a d'abord travaillé longtemps à l'écriture pour la Bible, on va dire, où on dérivait les personnages, les thématiques, etc., et les 5 premiers. Une fois que ça a été validé par la chaîne et qu'on est rentré en écriture, il nous restait 10 mois pour écrire les 30 suivants. Ah, voilà. Donc mais le Ouais. projet Voilà. en soi est long. Après, il y a des accélérations, il y a des pauses, comme dans tous les Bien projets. sûr. Mais on avait quand même à l'idée qu'il fallait que ça suive au niveau des scénarios et il fallait qu'il y ait une équipe d'acteurs. Et vous savez comment tous les réalisateurs vous le diront, mais le choix des acteurs, c'est déjà 50% de la réussite de quelque chose. Donc on a vraiment monté l'équipe en pensant à une espèce de quelque chose qui serait vraiment complémentaire, où il y aurait un équilibre et où il y aurait des gens qu'on connaissait, des gens qu'on connaissait pas. Donc Reda Kateb, on sortait d'un film avec lui, donc Hors norme. on savait Mhm. vraiment la puissance qu'il pouvait mettre dans un personnage comme Shiban. C'est vrai qu'il faut reconnaître que les filles du poisson sortaient de la douleur d'Emmanuel Finkel avec Mélanie Thierry. Elles ont insisté pour qu'on fasse un casting et ça s'est excessivement bien passé. Frédéric Pierrot l'a rencontré aussi dans Hors Norme. Il jouait un inspecteur de l'IGAS. Formidable Frédéric Pierrot, il faut le dire et le redire, hein, vraiment, dans le rôle du psy, il est incroyable. Hein. Merci pour lui. Et c'est vrai qu'on a senti qu'il avait cette écoute, une voix aussi, une voix particulière, une voix qui est très rassurante et puis une qualité d'écoute. Et après, les autres, CS Brunkel, on a fait un casting classique. Pio Marmaille, on lui tourne autour depuis très longtemps. Clémence Poésy aussi. Et Carole Bouquet, on y est allé, on cherchait une figure de rassurante et statutaire, un peu comme ça. Il paraît que Frédéric Pierrot raconte qu'il a en tout cas travaillé avec une oreillette.
Est-ce que c'est vrai et comment on fait pour travailler avec une oreillette ? Il y a qui au bout de l'oreillette ? Alors, l'oreillette, il faut démystifier. Si vous voulez, il y a 900 pages de texte écrites sur. Mais je le conçois très bien, qu'on ait besoin d'une oreillette. Ça, c'est l'oreillette, clair. c'est quelqu'un qui est derrière et qui vous dit quand vous êtes perdu où vous êtes. C'est-à-dire qu'il vous repère parce qu'il y a tellement, des fois, on arrête, on reprend des passages, des fois, on ne sait plus très bien où on en est dans les dialogues. Donc, en fait, c'est comme au théâtre, si vous voulez, à l'époque où il y avait des souffleurs qui étaient au Châtelet en bas. Et c'est un souffleur qui permet de se repérer pour un acteur et qui n'a pas l'angoisse d'être simplement dans le texte, mais qui peut se lâcher dans le jeu parce qu'il a quelqu'un qui est derrière. Donc, il avait une fille exceptionnelle qui était derrière, qui s'appelle Laura, et qui avait, elle, les textes en jeu, qui relisait le matin avec lui tous les épisodes et qui ensuite le rassurait comme une espèce de contrôle derrière pour l'aider à se repérer quand il était perdu. Ça arrive qu'on ne l'utilise pas du tout, ça arrivait qu'il y ait des jours où il fallait un peu plus l'utiliser. Ça se comprend notamment dans les épisodes où il est face à face à Carole Bouquet, où il y a des joutes verbales sur le fond qui parlent quand même de psychanalyse avec des termes extrêmement compliqués. Enfin, on comprend qu'il y ait besoin quand même d'un souffleur, même si maintenant le souffleur est mécanique, enfin en tout cas électronique. Petite question rituelle dans Seriland. Alors je ne sais pas si c'est vous Vincent ou vous Eric qui allez me répondre, mais comment vous avez choisi les noms et les prénoms des personnages ? Alors sur le psy, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Ouais, nous, on a choisi le nom des personnages. Je tiens à préciser d'ailleurs au passage rapidement que nous aussi, on a réuni des gens pour prendre soin avec nous de chaque personnage en particulier. Ce qui était important et que donc Nassim Métard s'est occupé justement de Céleste, a écrit avec chaque nous scénariste le personnage. Elle a un personnage, ouais. Pauline Guéna a écrit avec nous Shiban. C'était bien d'avoir quelqu'un de spécifique pour un personnage qui l'aime particulièrement et dont ils prennent soin. Et donc, Alexandre Manville a écrit Ariane, en fait, voilà, avec nous. Donc, sur les noms, c'est vous qui avez donné les noms. Le seul où on a beaucoup discuté, voilà, c'est Philippe Dayan. Dayan, au départ, ça s'appelait pas Dayan, en fait. Oui. Tu peux raconter l'anecdote, oui. Eric, si tu veux. Donc, non, mais on a imaginé plusieurs noms. Et puis, il y avait quelque chose que, comme il est beaucoup interpellé par son nom de famille, il fallait qu'il y ait quelque chose. Et non, ça a tourné. Il y avait Azan, il y avait... En fait, on voulait quelque chose qui ait une consonance un peu connotée juif, Afrique du Nord, etc. Et parce qu'il le dit à un moment dans la série que ses racines jouent, etc. Et puis, en fait, Dayan avait quelque chose qui sonnait bien. Donc, je crois que sur un dernier échange, on a proposé ça. Et finalement, on peut le dire, il fossilise pas mal. Oui, ça tient bien. Ouais. Vous êtes accroché à lui, vous l'avez en vous. Vous en rêvez aussi parfois ou pas ? On va dire je peux dévoiler ce que je vous ai dit hors micro. Oui. Moi, j'ai eu quelques nuits un peu compliquées en regardant la série. J'étais un peu perturbée. J'imagine, je sais pas que j'imagine, je sais que je suis pas la seule puisqu'il y a des consoeurs et des confrères qui l'ont regardé et qui ont eu la même impression. Et vous, est-ce que vous dormez bien ou est-ce que vous êtes hanté par vos personnages et les questions existentielles qui se posent en regardant la série ? Alors moi, je pense que c'est marrant parce que je pense que le sommeil est un des symptômes quand on le perd, qui révèle peut-être qu'on a des soucis ou qu'il faut pas consulter, mais qu'il faut docteur. se poser des questions. Mais je vais pas me mettre au-dessus de vous, loin de là, Eva. Ça m'arrive d'avoir des vrais problèmes, mais ce que je pense, c'est que la série sollicite le spectateur. C'est peut-être ça que vous nous dites en creux. Mais c'est-à-dire complètement. Il y a des séries où on est un peu plus dans une consommation et tant mieux. Et je pense que j'ai aucune condescendance quand je dis ça. Il y a des séries qui nous font passer un agréable moment et avec tous ces problèmes qu'on a dans la société et avec le confinement, heureusement que cette fiction était là pour nous sortir de la réalité. Je pense que la spécificité dans Thérapie, depuis le départ, et encore je rejoins Vincent sur le travail de départ de Haggai Levy, c'est qu'elle sollicite le spectateur, le téléspectateur maintenant, dans la façon qu'il a d'avancer et de se faire de son cinéma intérieur sur tout ce qui est raconté et de faire ses constructions de comment ça avance. Donc ça peut perturber et ça peut aussi, et je trouve que c'est une des qualités de l'écriture, ça démonte un peu certains mécanismes aussi qui permettent d'éclairer. Juste sur la question de est-ce que est-ce que vous dormez bien ? Moi je dors très bien, mais ça c'est presque un handicap, on va dire. Non, mais quand je dors pas, c'est vrai que c'est grave alors. Mais évidemment qu'on s'attend, on espère, ça c'est notre espoir, que le spectateur soit sollicité affectivement par ce qu'on raconte, puisque c'est vraiment la raison pour laquelle on a fait cette série tous ensemble, c'était parce qu'on voulait y déposer aussi nos questions, nos affects, nos inquiétudes, mais aussi nos espoirs de l'après de ce qui s'était passé et de pouvoir proposer aux spectateurs un miroir avec plein d'alternatives, puisqu'il y a plein de personnages, de comment est-ce que tous ensemble, on essaie de vivre et de parler et de traverser ensemble
ce moment-là. Éric, Oui, non, mais j'ai rien à rajouter. Là, je suis d'accord. vous voulez qu'on passe au jeudi dans le Oui. cabinet du Bah, docteur oui, il est Dayan. temps que ça s'engueule un peu. Mais oui, parce qu'il n'y a pas qu'un patient qui débarque, mais deux, un couple, Léonora et Damien, incarnés par Clémence Poésy et Pio Marmaille. Alors c'est un couple qui est en pleine crise et qui cherche des réponses concrètes à des questions existentielles. Attendez, là, je comprends vraiment plus de quoi on parle. On est venu vous voir il y a 3 semaines sur les conseils de... Comment il s'appelle, le copain de ton père? Cuvier. Avec le professeur Cuvier, pour que vous nous aidiez à prendre une décision concernant la grossesse de Léonora, d'accord? Et là, non seulement on n'a pas avancé d'un pouce, mais en plus vous nous prenez la tête comme quand on s'entend pas. Si j'écoute vraiment ce que vous me dites... Non mais stop, allez, on s'en fout de ce que vous entendez, d'accord? Ce qu'on veut savoir, c'est si on garde ce bébé ou pas. Point. Mais je ne crois pas que vous puissiez répondre à cette question sans avoir examiné ce qui la sous-tend. Vous avez pas honte, hein? Ça vous empêche pas de dormir la nuit? Quoi donc? Je sais pas, moi, de manipuler les gens comme ça. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Pardon? Mais oui. Quand on parle de divorce. On ne parle pas de divorce, c'est lui. On est venu pour qu'il nous aide à prendre une décision et il nous met ses idées dans la tête, quoi. Alors je dois préciser que tous les extraits que vous entendez depuis le début sont des extraits des premiers épisodes de chaque personnage, parce que je ne peux pas prendre des épisodes par la suite, parce que sinon on spoil, parce qu'effectivement il y a une histoire dans l'histoire, et il y a des histoires au sein notamment de ce couple qu'on va voir se déchirer et se réconcilier. Oui, Eric? Oui, non, ce qui me vient aussi, c'est que à chaque personnage que l'on décrit dès le départ, il y a cette impatience d'avoir un résultat rapide. Bien sûr, on est chez le docteur en fait, Voilà. c'est ça. Et en fait, Ouais. je pense que c'est aussi un symptôme qui nous a tous marqués et dont on avait envie de parler, c'est cette société de l'immédiat dans laquelle on est, où on n'a plus de la patience, on veut des résultats. On a un Shiban qui dit « je veux que vous me répariez, donnez-moi quelque chose, je dois repartir, un cachet, ce que vous voulez ». Il y a toujours cette envie, et là je réentends les dialogues, on veut une réponse maintenant. Or, on a perdu le sens de l'analyse, quelque part, à force de vouloir tout de suite. Il faut revenir à un texte de Nietzsche sur le lento, l'éloge de la lenteur, pour arriver Bien sûr. à quelque chose, à une réflexion. On ne peut pas tout résoudre en une seconde. Et je pense que les réseaux sociaux, l'information en continu, le flot d'informations qui n'a jamais été aussi grand que celui que l'on vit à notre époque, nous pousse à réagir et à perdre ce sens de l'analyse et de la profondeur et du fait de creuser. Et je trouve que la psychanalyse avait cette vertu, en tout cas, elle avait une vertu il y a 10-12 ans, quand la série a été créée. Mais je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'adaptation, c'est de replonger de façon chimique ce procédé aujourd'hui, alors que tout s'est accéléré. On le sait qu'en temps, tout s'est accéléré et qu'on est de plus en plus impatient et exigeant. Ça me revient, voilà, ça me remonte quelque part. Et voilà, avec la série qui vous permet ça justement, de garder ce temps-là de l'analyse. Parce que dans un film, vous ne pourriez pas traiter du sujet de la même façon. Non, on n'aurait jamais eu... Combien vous avez dit de minutes tout à l'heure? 1050. 1050 minutes? Non. Oui, et puis Vincent? avec cette... justement ce temps pris pour la fiction, mais aussi on mime aussi ce qu'est un vrai parcours d'analyse, c'est-à-dire sûr. qu'à un moment donné, le désir de vérité, je dirais, c'est-à-dire de savoir, de comprendre, remplace la demande immédiate de guérison. Et ça, on le voit à travers tous les personnages. Exactement. Alors, je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. Je disais tout le bien que je pensais de votre série au patron d'Arte, Bruno Patino, et on parlait des acteurs. Et au moment d'évoquer ce couple que l'on vient d'entendre, j'ai parlé de Pio Marmaille et de Anaïs de Moustier, alors qu'il s'agissait de Clémence Poésy. Mais il paraît qu'Anaïs de Moustier était dans le casting. Oui, c'est vrai. Elle devait faire le rôle. Elle était pressentie et puis elle a eu un problème d'emploi du temps et c'est effectivement Clémence Poésy qui a eu l'élégance et d'ailleurs le talent, parce que je pense qu'elle a quelque chose qu'on n'a pas vu ailleurs, qu'elle propose, même si elle a fait déjà de la série. Quelque chose, c'est un personnage très dur à défendre. L'écriture est sèche sur ce personnage et en même temps, elle le défend avec une vraie conviction. Moi, j'ai été très époustouflé par elle, mais c'est vrai, Anaïs devait y être. Alors, comment peut-être vous aviez... Je sais pas. Je vous assure, j'ai rien lu là-dessus, mais c'est... En fait, la question qui sous-tend, c'est que je pense que vous aviez aussi, comment dire, des archétypes peut-être de gens, de comédiens que vous aviez envie d'avoir, qui collaient à ces personnages-là. C'est sûr que nous, on se met, et on en parlait aussi avec les scénaristes, on se met des personnages, et c'est d'ailleurs une phrase que Jean-Loup Dabadi, qui est mort cette année, à qui je rends hommage, nous avait dit avec Olivier lors d'un café mémorable. Il avait dit « Pensez toujours au meilleur pour vous, même si vous ne les avez pas, vos personnages seront meilleurs ». Et c'est quelque chose qu'on a toujours fait. D'ailleurs, on met des photos dans le bureau, des fois d'acteurs qui ne sont même plus vivants, mais juste pour se dire...
c'est comme ça qu'il faudrait jouer. Et je pense que Pio Marmaille et Anaïs de Moustier avaient été les modélisateurs inconscients, mais que voilà, après, le cinéma et les séries sont faites d'histoires parallèles et c'est plus elle. Est-ce ils ont travaillé avec vous sur les dialogues, les comédiens? Est-ce qu'il y a eu des... Alors, parce qu'on parle de ce cadre qui est de la série initiale, donc on comprend bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais Vincent, est-ce que vous avez eu des échanges, des allers-retours avec eux pour non. adapter ou vraiment il y a une écriture et il faut s'en tenir? On a d'abord repris les textes avec Éric et Olivier, c'est-à-dire que eux ont posé toutes les questions qu'ils avaient à poser et après, eux-mêmes ont travaillé avec les comédiens pour que les phrases soient en bouche et éventuellement d'ailleurs aussi s'il fallait modifier un petit peu, etc. Bon, globalement, il faut le dire, et c'est aussi un immense plaisir, le travail qu'on a fait sur les textes est respecté avec à la fois un talent qui l'ouvre et une minutie qui nous a touché énormément aussi, mais il y a un énorme travail avec les comédiens qui est le travail d'Éric et Olivier et évidemment de chacun des réalisateurs. Oui, mais c'est toujours le d'épisodes. cas. C'est toujours le cas. C'est-à-dire quand vous arrivez sur un plateau, la mise en bouche, c'est quelque chose, c'est une étape. Extrêmement On est obligé, important, bien sûr. obligé d'enlever un mot parce qu'il passe mal, etc. Vous savez, c'est d'autant plus dur dans cet exercice-là, c'est que vous avez un débit de parole qui n'est pas du tout dialogué. C'est-à-dire il faut qu'il soit naturel parce que c'est long ce que vous avez à dire. Et je me suis rappelé d'une phrase de Mastroianni qui disait « J'apprends mon texte et juste au moment de le dire, j'essaie de l'oublier complètement. » oui. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, il faut l'apprendre et il faut l'oublier pour le retrouver et essayer de retrouver le ton naturel qui fait qu'on ne voit pas le jeu. Surtout que là, il est plus facile à voir dans un chant contre chant que quand vous avez 50 possibilités de vous reposer sur, je sais pas moi, une action, un décor. Non, on est encore une fois à l'épure. Est-ce qu'il y avait dans cette série, dans cette ambition que vous aviez avec En Thérapie, la même ambition que celle qui transpire dans vos films, à savoir celle de scanner la société? Parce qu'au fond, grâce à ces consultations privées, vous touchez à des notions qui sont beaucoup plus universelles. Le sens de la responsabilité, on a parlé du trauma collectif, mais aussi la notion d'engagement. On est vraiment à la fois dans un récit intime et dans un récit collectif. Ce que vous faites aussi avec vos films, c'était ça l'ambition de En Thérapie? Oui, mais avec l'avantage qu'on est tentaculaire. C'est-à-dire Ouais. qu'on arrive avec plusieurs armes, plusieurs bras, plusieurs jambes. Donc, dans chacun des personnages, il y a quelque chose à exprimer. Et ce qui, je trouve, assez fou, finalement, c'est que c'est une adaptation. Donc, on pourrait quand même beaucoup parler toujours de l'original. Mais en même temps, chacun des personnages, à l'heure où on parle, a une résonance sur la société, avec un flic qui dit à un moment comme dialogue, Complètement. un jour on nous applaudit et un jour on nous insulte. C'est quand même une problématique qu'on retrouve aujourd'hui. Une chirurgienne qui parle de l'état de l'hôpital et qui ne veut pas aller voter parce que de toute façon l'hôpital est en train de crever. Et une jeune fille qui parle d'un scandale dans le monde du sport qu'on pourrait rapprocher de ce qui s'est passé dans le patinage artistique. Donc il y a toujours quand même un écho et ça c'est quelque chose qui nous intéressera toujours. Toujours dans ce rapport entre fiction et réalité. Et c'est ça, Vincent, qui provoque aussi le processus d'identification qu'on a à ces personnages qui nous paraissent si éloignés quand même initialement. Nous, on dit toujours qu'on ne s'identifie pas aux personnages parce qu'ils nous ressemblent de manière extérieure, mais parce qu'ils vivent quelque chose d'intense. Et si on creuse cette intensité, on va trouver une couche où on va les trouver nos frères. C'est-à-dire qu'on va reconnaître leur affect. C'est ça qui crée le... Donc évidemment, la psychanalyse, c'est le modèle de ça, puisque au début, on voit leurs problèmes. Ouh là là. Et puis en même temps, plus ça va, il est commun au départ avec nous parce qu'il y a le même problème externe, c'est-à-dire que la société vient d'être ébranlée. Et puis après, on creuse avec eux jusqu'à ce qu'on les reconnaisse et qu'on fraternise réellement avec eux. Voilà, c'est vraiment un très joli mot, fraterniser, parce que c'est exactement ce qu'on ressent au fil des épisodes et jusqu'au dernier. Ça, c'est la question du travail des personnages. C'est comment d'abord intéresser les spectateurs à leurs problèmes spécifiques, puis en les creusant, à les amener à fraterniser avec eux. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que certains de ces personnages nous renvoient aussi à l'histoire récente de notre pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la société telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense qu'un personnage comme Chiban, par exemple, ou d'ailleurs l'histoire familiale de Dayan aussi, et ses questions sur sa place dans le monde d'aujourd'hui, nous renvoient aussi à l'histoire de la France d'aujourd'hui. Complètement. Et le sens de la responsabilité chez Dayan qui est omniprésent jusqu'au bout.
de la série qui est vraiment très fort et qui nous éclaire aussi sur le rôle de la psychanalyse. Quand on ne connaît pas cet univers-là, vous allez aussi découvrir comment ça fonctionne dans le cabinet d'un psy. C'est extrêmement intéressant. Alors, pour nous, c'était aussi, mais ça c'est c'est l'effet secondaire, c'est la deuxième couche, mais importante si on peut y arriver. On sera content si à la fin de la série, les gens ont l'impression de connaître un peu mieux la psychanalyse, de pouvoir, dans les dîners, aborder des concepts qu'ils auront très bien compris, mais aussi peut-être d'aller un peu au-delà un peu de la défiance sociale sur « oulala, mais moi je suis pas fou », etc. Justement de comprendre que c'est une pratique sociale et qu'elle a un sens, on va dire, voilà. Alors, celui qui fait le lien, justement, entre les patients et le monde, entre les patients et nous, c'est donc le docteur Dayan, qui lui aussi a besoin de se confier. C'est toujours le 5e épisode, en l'occurrence. Il va voir une autre psy qui est jouée par Carole Bouquet. Si je t'ai appelé hier soir, c'est que... En fait, je suis fatigué, Esther. J'ai plus l'appétit, j'ai plus le désir. Je supporte plus les gens ni le monde comme ils tournent. Je sais pas, c'est peut-être le vieux-conisme qui est en train de me frapper. Et surtout, mes patients, j'ai l'impression de plus avoir la patience avec eux. Je crois que j'arrive plus à les supporter. S'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Tout s'en bloque. Quand tu m'as appelé hier soir, par exemple, il s'était passé quelque chose de particulier? Je venais de recevoir un couple. Tu reçois des couples maintenant? Non, enfin... Je rends service. Je fais pas de thérapie de couple, si c'est ce que tu veux savoir. On parlait de l'importance de la musique tout à l'heure, Éric Toledano. Là, on vient de l'entendre dans cet extrait. La musique qui accompagne le propos du docteur Dayan et qui s'efface au fur et à mesure pour laisser la place à la contradiction, en l'occurrence incarnée par Carole Bouquet. Mais depuis le début de notre conversation, je vous ai quand même pas posé cette question. Quel rapport vous entretenez, vous, avec la psychanalyse, Éric Toledano ? Moi, j'entretiens un rapport personnel parce que j'ai toujours été intéressé à ce qu'on appelle le double sens, c'est-à-dire un autre narratif sur soi, à sortir d'une... Je crois qu'il y a une phrase de Lacan qui dit « l'indécence de tout limiter à indécence ». Moi, je pense qu'il n'y a pas un sens aux choses depuis un certain temps, depuis que je suis éveillé un peu à l'école, à part la philosophie. Et donc, ça m'a toujours intéressé de creuser. J'y ai pas été naturellement très tôt, comme certains, mais j'y suis depuis un certain nombre d'années et je vous avoue que tout m'intéresse quand il s'agit d'aller chercher un autre narratif, une autre interprétation sur ce que l'on a vécu et qui s'est un peu figé avec le temps, fossilisé, et d'aller un peu décloisonner, d'aller dédramatiser, d'aller creuser. C'est quelque chose qui m'intéresse. D'abord, on le fait quand on écrit, ça c'est évident, on va sortir des choses de soi, mais après, voilà, c'est des choses plus personnelles après qui sont intérieures. Et puis pour la musique, je pense qu'il y a un défi aussi, et qui était un défi intéressant pour nous, parce que quand on voit la série, on peut aussi se demander à quel moment, comment on tient le spectateur en éveil. Parce que là, on parle à des gens qui n'ont peut-être rien vu, qui se disent « Attendez, moi, 35 épisodes en chant contre chant, ça peut être soporifique, ça peut être ce qu'on veut. » Il y a un flux tendu dans cette série, parce que, comme on le disait, il y a comme une enquête presque où on se pose la question de dans quelle direction on va. Et puis à chaque fois, il y a des enjeux, on ne connaît pas. Est-ce que c'est un accident? Quel est le type de relation? Il y a plein d'enjeux à résoudre. Il y a des puzzles à reconstituer. Mais à un moment, ça doit rester une fiction. Et de temps en temps, pour tenir, il y a un cinéma intérieur. Nous, on appelait ça le cinéma intérieur. C'est-à-dire la façon dont l'acteur joue vous emmène un peu dans son cerveau. Et au lieu qu'il y ait de façon classique un flashback, quand par exemple Chibat va vous raconter l'arrivée dans le Bataclan, il va vous donner des images. Et c'est ces images qui sont fortes. L'odeur, il va décrire l'odeur, ce qu'on ne peut pas toujours faire au cinéma, décrire une odeur. Il va décrire une ambiance, il va donner des gestes, des mots et des images, par exemple celles des sons, les téléphones portables dans qui le Bataclan, sonnaient dans le bien sûr. Bataclan, partout, parce que les gens s'inquiétaient, etc. Ça, on peut le filmer, on peut le raconter. Et quand on le raconte, si on met une musique qui nous permet juste de franchir le mur de la fiction pour aller un peu à l'intérieur, alors je pense que de temps en temps, et sans en abuser, on tient le fil du spectateur avec nous pour que
ça reste une série, il a envie de voir la suite, il a envie de voir la suite. Et puis il y a autre chose, si je peux me permettre aussi, parce que les épisodes durent 30 minutes. C'est la première fois que je ressens ça, c'est qu'il y a un vrai ascenseur émotionnel dans ces 30 minutes-là. C'est-à-dire qu'avec un même personnage et un même récit, on passe du rire aux larmes, parce qu'on rit aussi, souvent. Il y a certaines réflexions qui nous amusent. Et vous arrivez à le tendre, ça. Alors justement, on le sent avec la musique, quand il y a des moments un peu plus stressants, mais aussi par cette panoplie d'émotions que vous développez, et on le sent, j'imagine que c'est grâce à l'écriture qu'on y parvient. Encore une fois, le but, c'est pas de pas que ça se voit, hein. Les coutures doivent disparaître. Et, on les voit pas, vraiment. Mais juste pour dire, chaque épisode est écrit en 4 actes. D'accord. C'est-à-dire c'est de la dramaturgie, et donc il y a vraiment, effectivement, comme vous dites, une progression émotionnelle, un ascenseur émotionnel qui est fabriqué avec un élément déclencheur au début, un vrai conflit d'épisodes, quelque chose qui oppose le psy et son patient et qui a à voir avec ce que le patient cherche et ne veut pas voir. Donc il y a un vrai conflit. C'est un conflit de parole, mais c'est un conflit quand même. Et on creuse et on trouve quelque chose à la fin. Bien ou mal, on va dire. Donc il y a vraiment une progression dramatique qui a à voir avec l'archéologie de soi-même et la lutte qu'on fait tous en nous-mêmes pour ne pas voir ce qu'on doit voir pour aller mieux, qui constitue vraiment le plus... Évidemment, ce que nous, on sait, qui se passe dans la tête du psy, qui n'est pas si clair que ça, et donc il réagit lui-même à sa manière, à lui, subjectivement. Donc il y a un double conflit aussi. Donc c'est tendu, c'est découpé en actes, c'est dramatisé. Oui, on est presque dans une pièce de théâtre, en fait. Oui, parfois, ce qui est aussi l'originalité, c'est que c'est pas régulier. C'est-à-dire que parfois, c'est des combats. Oui. Parfois, c'est de la boxe. Parfois, entre Shiban et Dayan, ça en arrive à s'opposer de façon... et d'ailleurs, c'est filmé comme tel, comme un combat. Et avec Pio Marmaille aussi, il y a des moments de lutte très forts. Oui, mais je pense qu'on vient se frotter dans un cabinet, on vient se frotter à autre chose, et du coup parfois là pour le coup la fiction sert le contenu, c'est-à-dire que pour la fiction c'est très important de pouvoir avoir un combat et de voir que c'est pas forcément celui auquel on pense qui va forcément avoir le dernier mot. Absolument. Et là pour le coup, l'expression avoir le dernier mot. Oui, est très choisi. Très choisi, on est bien d'accord. Dans une scène que j'aime beaucoup, enfin encore faut-il qu'il y en ait que j'aime pas, mais bon, dans une scène que j'aime beaucoup, Ariane et le docteur Dayan évoquent les moments collectifs dont on se souvient tous. Alors on a parlé des attentats, mais par exemple, Ariane, elle parle aussi de la Coupe du Monde 98, qui est aussi un moment collectif de grande joie. En thérapie, ça raconte ça aussi, c'est une histoire intime qui s'inscrit dans cette histoire collective. Et donc je me suis dit, mais c'est incroyable que cette série arrive à un moment où l'actualité nous fait vivre un trauma auquel on ne s'attendait pas forcément, cette crise sanitaire. Comment vous l'analysez aujourd'hui, vous qui venez de finir cette série, de vivre dans ce truc-là? Comme des signes étranges, parce que d'abord, on a fini le tournage le 12 mars et qu'on était confinés à partir du 15. Il paraît que vous avez fini le montage par Skype? Oui, on a fait une partie du montage par Internet, quoi. On s'envoyait, et puis après on se faisait des zooms pour analyser chaque plan. Et toute la période du confinement a été pour moi sauvée par En Thérapie, parce que c'était un moment où j'aurais pu ne pas être créatif, et j'ai eu la chance d'avoir tous les épisodes qui arrivaient, et on pouvait tous les rendre homogènes par le fait qu'on était actifs et inactifs en même temps, donc collés chacun chez nous. Mais après, sur le trauma collectif qu'on vit, il y a forcément une résonance, et effectivement, il y a comme ça sûrement un contexte particulier pour que les gens, aujourd'hui, regardent cette série dans la période dans laquelle on est. Il y a un écho. C'est pas les attentats, mais c'est un autre trauma que l'on partage. Ce qui est fou, c'est que moi, ça m'a... Pareil, pendant le confinement, à un moment donné, j'ai vu arriver un premier montage des épisodes, notamment le premier. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, putain, en fait, avec ce qui s'est passé, tout le travail qu'on a fait est réduit à néant parce que le monde est tellement passé à autre chose. Et ça pouvait être notre inquiétude aussi. Et en fait, j'ai vu le premier épisode, premier montage, et j'étais bouleversé parce que brusquement, je vois Ariane. Et je me dis, qui est chirurgienne, il faut le rappeler. Ça parle aussi du corps médical en première ligne, etc. Et en fait, brusquement, je me rendais compte que ce qu'on avait fait parlait malgré nous en écho à ce qu'on vivait, et que donc, du coup, d'une certaine façon, la série pouvait aussi servir de déversoir émotionnel à autre chose que la crise dont elle parlait. Et donc, ça permettra de la regarder dans 10 ans aussi.
Ça, on ne pourra jamais empêcher les gens de regarder. Ça, moi, Les je encourager, pense même. qu'on n'a pas cette vocation dans la vie. Dernière question, elle est facile, pardon, mais est-ce que cette série vous a servi de thérapie? Éric Toledano. Moi, oui, parce que à chaque fois que je découvrais les textes quand il fallait repasser derrière nos amis scénaristes et les images quand il fallait repasser derrière les épisodes qu'on n'avait pas réalisés, je ne pouvais pas m'empêcher à mon premier degré soit d'être interpellé par certaines choses qui avaient un écho pour moi. Quand on met en exergue des mécanismes de répétition, quand le psy dit qu'on se répète, c'est qu'on cherche quelque chose, etc. Il y a toujours à un moment ou à un autre quelque chose qui m'a parlé et où je me suis dit, mais on dirait que c'est que pour moi. Et donc ça, c'est un sentiment que je trouve assez noble, parce que quand on va au cinéma, normalement, quand on touche les gens, c'est qu'ils ont l'impression qu'on a parlé que à eux et pas à celui d'à côté. Je vous confirme. Et Vincent, pour vous, est-ce que ça a servi de thérapie? Comment dire? En tout cas, ça a permis de mettre effectivement sur la table et de partager d'abord avec les camarades avec qui on travaille, mais aussi, j'espère maintenant avec tous, parce que c'est tellement important, l'état des questions, on va dire. L'état des questions en creusant au plus intime de ce que peuvent être nos questions aujourd'hui. Les réponses, on les a pas, mais l'important, c'est qu'on puisse se les poser ensemble. C'est ça qui est bien, on est d'accord, Éric Toledano, c'est de ne pas avoir les réponses. Ah, moi, j'ai toujours pensé que la question était plus intéressante que la réponse. La réponse n'est qu'une façon momentanée de fermer la question. On se finit là-dessus? Bah, c'est pas mal. Merci infiniment. Merci à tous à les vous. deux. Merci Merci. beaucoup. Si quelqu'un a encore un doute sur le fait que j'ai eu un coup de cœur pour votre série, qu'il ou qu'elle se fasse connaître, En Thérapie est à voir sur arte.tv dès le 28 janvier. Tous les épisodes, les 35 épisodes, et sur la chaîne Arte du 4 février au 18 mars. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Seriland vous attendent. On va totalement changer de domaine, puisque dans le premier épisode, nous évoquerons le football américain. 2 raisons à cela, le Super Bowl et l'arrivée de la saison 3 de All American sur Salto, qui parle de football américain. Tout ça est très logique. Dans le second, vous découvrirez toutes les coulisses de la série de France 2 Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. La productrice Sophie Reville sera l'invitée de notre grand entretien. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, concocté par notre psy accoucheur d'idées, Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à commenter. Le groupe Facebook Seriland est là pour ça. Et puis vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous rend heureux, donc n'hésitez pas. Et puis attention, dans Seriland, il y a une règle et une seule, ça ne change pas. Même en 2021, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.